La suite d'Ori and the Blind Forest avait beaucoup de choses à prouver et à confirmer. En effet, ce n'est pas facile de faire mieux qu'un jeu qui n'échoue jamais. Il faut relever la barre niveau DA, level design, musique et narration. On peut donc penser qu'Ori and the Will of the Wisp part en fait avec un handicap, que le jeu est condamné à faire moins bien. Pourtant, je peux vous montrer que le petit frère n'a pas à rougir de son aîné. Mais alors, comment faire aussi bien tout en visant plus grand? Comment être tout aussi intéressant sans perdre l'attention du joueur? C'est ce qu'on va voir dans cette analyse d'Ori and the Will of the Wisp, ce jeu qui avait tout à perdre et à montrer. La Team Moon avait pour défi de faire mieux que The Blind Forest. Un peu comme moi avec ma vidéo. C'est pourquoi ils ont pris leur temps pour sortir leur deuxième opus. Ils ne voulaient pas se précipiter. Bon, ils sont pas au niveau de Silksong après Hollow Knight non plus. C'est le mec qui fait tout le temps des références à Hollow Knight. Entre 2015 et 2020, Moon Studio prépare cette suite et on peut poser la question. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une suite? Je veux dire, la suite d'un livre, c'est la continuation de l'histoire avec plus de texte. La suite d'un film, c'est la suite de l'histoire avec plus d'effets et plus d'acteurs. Mais comment on fait la suite d'un jeu? Là, on peut me répondre que la suite d'un livre ou d'un film, c'est pas forcément faire plus que l'original. Mais un jeu, lui, il a d'autres enjeux. Un jeu, c'est peut-être une histoire, mais c'est aussi des mécaniques et des boucles de gameplay. C'est pour ça qu'on reproche à FIFA ou Call of Duty d'être toujours le même jeu. Si les jeux se ressemblent trop et n'ont à proposer que leur jeu, le soufflet s'effondre. Tout ça pour dire que oui, Ori and the Will of the Wisp se devait de faire plus, de faire mieux et de continuer son histoire. Pour commencer, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que le jeu est beau. Sérieusement, c'est le seul domaine où on n'aurait rien dit si le jeu avait fait aucun progrès par rapport à son prédécesseur. Mais non, Moon Studio se sont mis au niveau d'un studio d'animation, la lumière est magnifique et les animations sont soignées. Le début du jeu n'hésite pas à faire la démonstration de la qualité de ses graphismes dans une intro qui repose les bases de son univers. On avait quitté Ori 1 sur la naissance de Kun, le fils de Kuro, morte à la fin du premier opus. On retrouve aussi Naru, Gumo, et bien sûr Ori qu'on contrôle à nouveau. Soit dit en passant, Ori n'a pas tous les pouvoirs qu'on avait à la fin de l'autre jeu. Je sais que ça casserait la progression, mais au moins trouver une excuse pour nous enlever nos pouvoirs, ça aurait été cool quoi, pour pas casser la continuité. Kun grandit et apprend à voler, et Ori lui donne la plume de Kuro, souvenir de sa mère, pour pouvoir prendre son envol. Dans une séquence d'animation magnifique, on repasse devant les 3 donjons d'Ori and the Blind Forest, l'arbre Ginsu, les ruines éplorées et le mont Oru. Kun se perd avec Ori dans la nouvelle zone, et les deux se perdent de vue dans leur chute. Un nouvel objectif est lancé, retrouver Kun. C'est une très bonne initiative de nous faire changer d'endroit, parce que ça permet de faire briller à nouveau la deuxième star du jeu, la carte. En effet, puisqu'il veut s'inspirer des Metroidvania, j'en parle dans ma dernière vidéo, la progression passe par la carte. Le personnage gagne des nouveaux outils pour explorer le monde et continuer le jeu. À la fin d'Ori and the Blind Forest, Ori a fini d'explorer tout Nibel et a sauvé la forêt. Continuer dans cette zone, c'est donc ni intéressant pour l'histoire, ni pour le gameplay. On repart de zéro pour retrouver Kun et on constate 2 changements. Les mécaniques de combat et l'économie ont changé. Déjà, le combat. Dans le premier jeu, on avait Sein qui attaquait pour nous, en mâchant la touche X. C'était pas très développé, mais pour une attaque de base, ça faisait l'affaire. On débloquait de nouveaux coups puissants et le jeu brillait plus avec son côté plateforme que son côté combat. Aussi, l'économie a changé. Avant, dans Ori and the Blind Forest, les petites boules de lumière servaient à donner de nouvelles capacités dans le lien d'âme, un menu qu'on faisait pour pouvoir sauvegarder et qui rendait de la vie. Maintenant, elles sont plus proches des âmes de Dark Souls, à la différence qu'on ne monte pas de niveau au feu de camp et qu'on les perd pas à la mort. À la place, elles permettent d'acheter des compétences et des améliorations chez les différents marchands. On tombe sur l'antagoniste du jeu, le Kuro d'Ori and the Will of the Wisp, Shriek. Shriek est le dernier oiseau de proie de Niwen et règne en terreur sur les étendues tourmentées. Kun est mort, ou fortement affaibli. On pourrait penser que c'est la fin du jeu et c'est le cas.
On a fini le premier acte puisqu'on a retrouvé Khun. Maintenant, il faut retrouver 4 fragments de feu follet pour amener Khun à la vie. C'est un MacGuffin, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un MacGuffin, j'en parle dans ma dernière vidéo, mais en cours, un MacGuffin est un terme qui vient du cinéma et qui désigne des objets qui ne sont pas nécessaires en soi, mais qui font que les personnages agissent en conséquence. C'est là qu'Ori and the Will of the Wisp tranche avec le jeu d'avant, pour le meilleur et aussi pour le pire. Cette deuxième phase, où on doit trouver les 4 parties du feu follet doré, change le rythme que le jeu semblait vouloir prendre. Ça rend le jeu beaucoup plus long, il double sa durée de vie par rapport au 1. On est largué sur une partie de la carte, au milieu, et on doit explorer 4 zones dans l'ordre qu'on veut. Ça en rajoute au côté labyrinthique que j'espérais retrouver dans l'ancien opus. Mais du coup, ça devient impossible de finir le jeu en 2 sessions, et on peut même se perdre, voire se bloquer. Qui allait avec cette prise de risque, et qui ne pouvait presque pas arriver dans The Blind Forest. Progression moins linéaire donne aussi un sentiment de progression plus important, et c'est franchement jouissif de triompher d'une zone, d'être à son prime, de pouvoir passer à la zone suivante. Une autre nouveauté est l'introduction des personnages importants, comme les marchands ou les Moki. Pour les Moki, j'ai franchement des choses à dire, mais pas autant de choses à dire que ils sont bavards, très bavards. Ça m'est arrivé plusieurs fois de juste en avoir marre et de skip un dialogue avec un Moki, tellement il s'arrête juste pas de parler. Et pour rien dire en plus. C'est vraiment embêtant, surtout que Moon Studio veut les utiliser pour nous faire des quêtes secondaires sans saveur ou nous donner des indications pour la suite de l'histoire qu'on loupe du coup. L'autre type de personnage introduit est le marchand, et eux sont beaucoup mieux réussis. C'est grâce à eux qu'on développe de nouvelles attitudes, comme l'achat ou l'amélioration des charmes, ce qu'on peut voir aussi dans Hollow Knight, ou encore des techniques très stylées comme la lance ou le marteau, nécessaires pour découvrir toute la carte. La palme revient au PNJ qui donne les cartes et qui permet de localiser les items manquants à découvrir. Il motive à l'exploration et donne un sentiment d'accomplissement quand on le croise dans une zone qu'on était en train d'explorer. On peut donc dire que les ajouts d'Ori and the Will of the Wisp par rapport à Ori and the Blind Forest ne vont pas que vers le mieux ou le moins bien. J'aime bien qu'il ait assumé son rôle de Metroidvania en proposant une progression non linéaire à partir de la deuxième moitié du jeu. Mais vraiment, il faut faire un truc avec les Moki qui t'envoient faire la quête FedEx pour aller parler à tout le monde et pour rien apprendre en plus. Cette partie du jeu est très jouissive quand on arrive à progresser, mais peut très vite devenir le ventre mou du jeu. Ces changements plaisent ou ne plaisent pas, mais on ne peut pas dire qu'ils sortent de nulle part. En effet, les décisions apportées à ce jeu sont motivées par des décisions dans la direction artistique et les thématiques du jeu, ce qu'on va voir dans cette partie. On va voir dans cette partie dans quelle mesure la forme sert le fond. Mais d'abord, c'est quoi le propos d'Ori and the Will of the Wisp? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Ori and the Will of the Wisp est une suite qui vient après la première quête initiatique d'Ori et doit donc partir sur d'autres thématiques que se trouver ou trouver sa famille et sa place dans le monde. Pour moi, le jeu a pour thème principaux l'inconnu et le défi de grandir. Cette idée d'inconnu, d'explorer une nouvelle zone, est nécessaire pour que les développeurs puissent proposer une nouvelle carte et pas nous servir un défi dont on a déjà triomphé, comme dit plus tôt. Ça permet aussi de diversifier les environnements, là où dans The Blind Forest on devait se contenter des montagnes, des forêts. The Will of the Wisp propose la forêt, la montagne mais enneigée, le moulin, la zone dans l'eau, le désert et la grotte aux araignées. Ça permet de proposer de nouvelles mécaniques qu'on connaissait déjà, avec par exemple les boules de feu à lancer du 1, mais aussi de nouvelles mécaniques comme le dash dans le sable qui arrivent à fluidifier encore plus les déplacements. La seule zone en deçà à mon avis c'est la zone d'eau, parce que c'est toujours compliqué de réussir ces environnements-là. Dans les nouvelles mécaniques bienvenues, il y a les combats qui ont été repensés pour coller à un jeu plus moderne et mature. À chaque zone on finit par un boss et c'est franchement bienvenu. Surtout que les combats sont réussis et vraiment cool. C'est une nouveauté qu'on salue et qui donne une dimension combat dans le jeu qui le rend plus complet. Pour autant, le jeu n'oublie pas son origine plateforme, avec des mini-jeux de course, ce qui demande de maîtriser les mécaniques de déplacement. En plus des défis, chaque séquence se conclut par une course-poursuite très agréable à jouer, héritée du premier opus bien plus orienté plateforme. Le jeu peut donc être considéré comme un jeu action, avec une nouvelle carte plus variée, qui propose plus de contenu donc. Cette nouvelle direction artistique peut sembler plus aboutie, et elle l'est. Cependant, le charme du premier jeu résidait dans sa simplicité. Pas trop de dialogue, 3 zones et des thématiques touchantes parce qu'universelles. Je ne peux pas reprocher au jeu de tenter des choses.
mais je peux faire remarquer qu'il ne réussit pas tout. Faire plus de contenu est un challenge qui est dans l'ensemble réussi. Je sais, là je fais la fine bouche, mais en vrai le jeu il est super. À la fin du jeu, on bat Shriek et on sauve Kun, mais Ori est à bout de force. Il s'écroule devant toute sa famille, Naru, Kumo, Kun, et se transforme en arbre aux esprits. Ainsi, la première phrase du jeu prend tout son sens. Jamais nous n'oublierons la nuit. C'est la fin juste parfaite pour conclure le jeu, et la série de jeux Ori. Moon Studio a fait mourir Ori, comme ça ils empêchent la sortie de suite, et ils le font se réincarner en arbre aux esprits pour ne pas rendre la fin trop triste et permettre la conclusion du cycle qu'ils ont amorcé avec la première phrase du premier jeu. On voit que Moon Studio est arrivé au bout de ce qu'ils voulaient ou pouvaient faire. Ils sont arrivés au bout de leur parcours avec ce diptyque. Même si je préfère le premier jeu, Ori and the Will of the Wisp arrive à faire plus complet, plus d'options, plus long, sans pour autant quitter le standard que son grand frère avait imposé. Maintenant, la Team Moon semble se diriger vers de la fantasy plus sombre, plus réaliste, et qui base son histoire sur une succession avec No Rest for the Wicked. C'est drôle de se dire qu'Ori était là avant le Night et que maintenant, il s'inspire de Dark Souls. Voilà pour cette analyse d'Ori and the Will of the Wisp. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.